En 1904 à Paris, quelques dirigeants européens du football se réunirent autour d'une idée ambitieuse, donner à ce sport des règles communes et une organisation internationale. La FIFA venait de naître. Mais très vite, un problème apparut. Le football gagnait des foules, traversait les frontières, et pourtant sa grande vitrine restait les Jeux Olympiques, contrôlés par le comité olympique et réservés à un esprit amateur. Pour Jules Rimet, président de la FIFA à partir de 1921, le football méritait mieux qu'une place dans une compétition qui ne lui appartenait pas. Il voulait un tournoi mondial, ouvert aux meilleures équipes nationales, où la FIFA déciderait de son propre destin. Les succès populaires des tournois olympiques des années 1920 confirmèrent cette intuition. En 1928, la FIFA vota la création d'une compétition indépendante. 2 ans plus tard, en 1930, l'Uruguay accueillit la première Coupe du Monde. La FIFA venait de transformer le football international en un rendez-vous planétaire. En juillet 1930, le football tenta un pari fou, réunir le monde entier dans un même tournoi. Jules Rimet, président de la FIFA, voulait créer une compétition indépendante des Jeux Olympiques. L'Uruguay fut choisi pour l'organiser parce que le pays dominait alors le football mondial et célébrait le centenaire de son indépendance. Mais le projet partit presque de travers. Traverser l'Atlantique coûtait cher et le voyage en bateau découragea plusieurs nations européennes. Finalement, 13 équipes acceptèrent l'aventure. À Montevideo, certains matchs commencèrent même avant que l'Estadio Centenario ne soit totalement prêt. Le 13 juillet, la France entra dans l'histoire. Lucien Laurent marqua le tout premier but de la Coupe du Monde. Puis la compétition prit de l'ampleur, portée par des tribunes pleines et une rivalité brûlante entre l'Uruguay et l'Argentine. Le 30 juillet 1930, en finale, l'Uruguay renversa l'Argentine 4-2. Cette première Coupe du Monde, née dans l'incertitude, venait de créer le plus grand rendez-vous du football. En 1938, la Coupe du Monde venait à peine de trouver son rythme. Après l'Uruguay en 1930, puis l'Italie en 1934, la France accueillait la 3e édition. Le tournoi semblait installé, comme un grand rendez-vous que le football mondial retrouverait tous les 4 ans. Mais l'année suivante, la Seconde Guerre mondiale éclata. Les voyages devinrent impossibles, les priorités changèrent et les stades se vidèrent peu à peu de leur insouciance. La Coupe du Monde prévue en 1942 ne put pas avoir lieu, puis celle de 1946 disparut à son tour, emportée par les conséquences du conflit. Même le trophée dut être protégé. En Italie, le dirigeant Ottorino Barassi l'aurait caché dans une boîte à chaussures, sous son lit, pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Pendant 12 ans, le monde ne couronna aucun champion. Quand la compétition revint enfin, en 1950 au Brésil, elle n'était plus seulement un tournoi de football. Elle marquait le retour d'un lien entre les nations. Le 16 juillet 1950, le Brésil entra au Maracanã comme s'il avait déjà gagné la Coupe du Monde. Le stade de Rio débordait de spectateurs et tout un pays attendait le sacre à domicile. Ce n'était pas une finale classique, mais le dernier match d'un groupe final. Un simple match nul suffisait aux Brésiliens contre l'Uruguay. Au début de la seconde période, Friaça marqua pour le Brésil. Le Maracanã explosa. La fête semblait lancée. Mais l'Uruguay ne s'effondra pas. Schiaffino égalisa, puis, à 11 minutes de la fin, Guidia frappa au premier poteau. Le ballon entra. Le stade, immense quelques secondes plus tôt, tomba dans un silence presque irréel. L'Uruguay gagna 2-1 et souleva le trophée Jules Rimet. Pour le Brésil, ce fut bien plus qu'une défaite sportive. Le Maracanazo devint une blessure nationale, au point que le maillot blanc fut abandonné quelques années plus tard. Ce jour-là, le football prouva qu'il pouvait porter les rêves d'un peuple et les briser en un instant. En 1930, quand la première Coupe du Monde fut lancée, le vainqueur recevait une petite statue dorée appelée alors Victoire. Plus tard, elle prit le nom de Jules Rimet, l'homme qui avait porté l'idée du tournoi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le trophée faillit déjà disparaître. Pour le protéger, le dirigeant italien Ottorino Barassi l'aurait caché chez lui, à l'abri des convoitises. La coupe survécut ainsi au chaos de l'époque. Mais en 1966, à quelques mois du mondial en Angleterre, elle fut volée lors d'une exposition à Londres. Le pays fut stupéfait. Une semaine plus tard, un chien nommé Pickles la retrouva par hasard, emballée dans du papier journal, près d'une haie. En 1970,
le Brésil remporta sa 3e Coupe du Monde et conserva définitivement le trophée original. Mais son histoire bascula encore. En 1983, il fut volé à Rio de Janeiro. Cette fois, il ne réapparut jamais. Le trophée Jules Rimet entra alors dans la légende, autant comme symbole de victoire que comme mystère irrésolu. En 1954, en Suisse, la Coupe du Monde entra pour la première fois dans les salons. Jusque-là, le tournoi se vivait surtout au stade, à la radio ou dans les journaux du lendemain. Avec les caméras de télévision, le football changea d'échelle. Au début, les images restaient rares, en noir et blanc, parfois diffusées seulement dans quelques pays européens. Mais elles suffisaient déjà à transformer les joueurs en visages familiers. Une finale n'était plus seulement un score, c'était une parade, un arrêt, un trophée soulevé devant des millions de regards. En 1966, la Coupe du Monde en Angleterre profita d'une couverture bien plus large. Les ralentis, les gros plans et les débats autour des actions marquantes installèrent une nouvelle manière de regarder le football. Puis, en 1970, au Mexique, la couleur donna une autre dimension au tournoi. Le Brésil de Pelé ne fut pas seulement raconté, il fut vu, admiré, mémorisé. À partir de là, la Coupe du Monde devint un spectacle mondial, façonné autant par le terrain que par l'écran. En 1950, au Brésil, tout semblait écrit. Dans un Maracanã immense, la Seleção n'avait besoin que d'un nul pour être championne du monde. Mais l'Uruguay renversa le match, gagna 2-1 et transforma une victoire improbable en traumatisme national, le Maracanazo. À partir de là, la Coupe du Monde ne fut plus seulement l'affaire des favoris. En 1966, la Corée du Nord battit l'Italie et prouva qu'une petite nation pouvait faire trembler l'Europe du football. En 1982, l'Algérie surprit l'Allemagne de l'Ouest, un exploit si dérangeant que la FIFA changea ensuite l'organisation des derniers matchs de poule. Puis vint 1990. Le Cameroun battit l'Argentine de Maradona lors du match d'ouverture et devint la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale. En 2002, le Sénégal fit tomber la France championne du monde. Ces exploits ont changé le tournoi, parce qu'ils ont brisé une certitude. En Coupe du Monde, l'histoire n'appartient jamais totalement aux plus puissants. En 1966, à Wembley, la finale bascula sur un tir de Geoff Hurst. Le ballon frappa la barre, rebondit près de la ligne et l'arbitre valida le but. L'Angleterre devint championne du monde, mais l'image resta discutée pendant des décennies. En 1978, en Argentine, le soupçon entra dans une autre dimension. Le pays organisateur devait largement battre le Pérou pour atteindre la finale. Le score, 6-0, alimenta aussitôt les accusations d'arrangement, jamais pleinement prouvées, mais impossibles à effacer de la mémoire du tournoi. En 1982, Harald Schumacher percuta Patrick Battiston sans être sanctionné, provoquant l'indignation. 4 ans plus tard, Maradona marqua de la main contre l'Angleterre, avant de parler de la main de Dieu. Puis, en 2002, plusieurs décisions arbitrales en faveur de la Corée du Sud face à l'Italie puis l'Espagne déclenchèrent une immense polémique. Ces scandales ont rappelé que la Coupe du Monde ne se jouait pas seulement avec des buts, mais aussi avec des décisions, des soupçons et des images capables de marquer l'histoire. En 1930, la Coupe du Monde naissait presque comme un pari. 13 équipes, un long voyage en bateau pour rejoindre l'Uruguay et un public surtout passionné localement. Mais très vite, le tournoi dépassa les frontières. La radio fit voyager les matchs, puis la presse transforma les joueurs en héros. Après la Seconde Guerre mondiale, la télévision changea tout. En 1954, les images commencèrent à entrer dans les foyers européens. En 1970, le mondial au Mexique fut diffusé en couleur dans de nombreux pays. Pelé, le Brésil et les stades baignés de soleil devinrent des souvenirs partagés à l'échelle de la planète. À mesure que les audiences grandissaient, la FIFA comprit que la Coupe du Monde n'était plus seulement une compétition sportive. Les sponsors, les droits télévisés et l'élargissement du tournoi, notamment à partir de 1982, en firent un rendez-vous mondial. Les exploits, les polémiques et les finales mythiques nourrirent la même histoire commune. Tous les 4 ans, le football parlait une langue que presque tout le monde comprenait. En 1930, dès la première Coupe du Monde, le tournoi avait commencé à fabriquer ses légendes.
Mais les records les plus fous sont arrivés quand la compétition est devenue une scène mondiale. En 1958, en Suède, Pelé n'avait que 17 ans lorsqu'il marqua en finale avec le Brésil. Il devint le plus jeune buteur d'une finale et ouvrit une histoire unique, celle du seul joueur couronné 3 fois. La même année, Juste Fontaine inscrivit 13 buts en un seul tournoi, un sommet jamais rejoint. Puis les chiffres ont grandi avec les époques. En 1982, la Hongrie écrasa le Salvador 10-1, le plus large score de l'histoire du mondial. En 1994, Oleg Salenko marqua 5 buts dans un même match, performance restée isolée. En 2014, Miroslav Klose dépassa tout le monde avec 16 buts cumulés en Coupe du Monde. Et en 2022, Lionel Messi atteignit 26 matchs joués, preuve que les records ne sont pas seulement des chiffres, ils racontent la durée, la pression et la trace laissée par les plus grands. En 1958, un adolescent brésilien de 17 ans entra dans l'histoire. Pelé marqua en finale et fit découvrir au monde un football joyeux, presque irréel. 12 ans plus tard, en 1970, il souleva une 3e Coupe du Monde, un exploit jamais égalé par un joueur. Puis d'autres visages dessinèrent la légende. En 1974, Johan Cruyff ne gagna pas le trophée, mais son jeu avec les Pays-Bas changea la manière d'imaginer le football. En 1986, Diego Maradona porta l'Argentine avec un mélange de génie, de provocation et d'instinct, jusqu'à devenir le symbole d'un mondial entier. En 1998, Zinedine Zidane offrit à la France 2 coups de tête qui restèrent gravés dans la mémoire collective. En 2002, Ronaldo retrouva les sommets avec le Brésil. Puis vinrent les records, comme celui de Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire du tournoi en 2014. En 2022, Lionel Messi acheva sa quête. La Coupe du Monde était devenue un panthéon vivant où chaque génération reconnaissait ses héros. En 1930, quand l'Uruguay accueillit la première Coupe du Monde, le tournoi ressemblait encore à une aventure lointaine. 13 équipes, peu de moyens et un public surtout présent dans les stades. Mais l'idée était puissante. Pendant quelques semaines, des pays entiers pouvaient se reconnaître dans 11 joueurs. Après la Seconde Guerre mondiale, la radio puis la télévision changèrent tout. En 1954, la Coupe du Monde entra dans les foyers européens. En 1970, les images en couleur firent voyager les gestes de Pelé bien au-delà du Mexique. Le football avait un avantage immense. Ses règles étaient simples, son langage presque universel. À chaque génération, le tournoi créa ses légendes. Maradona en 1986, Zidane en 1998, Messi en 2022, leurs histoires dépassèrent le sport parce qu'elles racontaient aussi l'espoir, la fierté et parfois la revanche d'un pays. La Coupe du Monde resta unique parce qu'elle mêla compétition, mémoire collective et émotion nationale. Un même match pouvait être regardé sur tous les continents au même instant.